Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le Royaume-Uni fait partie des investisseurs à Madagascar dans le secteur minier. Il est actionnaire au sein de Rio Tinto, souligne son ambassadeur David William Ashley ce jour lors d'une visite auprès du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Ragout Malala Ernjane Olivier à Padjingumpi. Détails sur des images de Yves Janel. Selon un rapport lors du Forum sur le commerce et l'investissement Royaume-Uni-Madagascar en 2015, le Royaume-Uni est l'un des 6 pays qui ont investi à Madagascar. Et l'investissement britannique dans les ressources minières représente 18% du stock d'investissement direct étranger. Cependant, cela a régressé au cours des 5 dernières années. Il est temps de renverser la tendance. C'est pourquoi l'ambassadeur du Royaume-Uni s'est rendu aujourd'hui au ministère des Mines et des Ressources stratégiques pour une deuxième fois. Très important pour le présent, aussi pour l'avenir. Donc c'est très intéressant de savoir le progrès fait dans le secteur, y compris dans les questions de législation. Et on a discuté aussi les négociations faites entre le gouvernement et le Rio Tinto, qui est une entreprise avec une partie britannique. Donc c'est intéressant pour nous de savoir le progrès des négociations et aussi bien sûr de parler un peu plus sur l'avenir du secteur, et on espère que ça va être possible d'attirer l'entrée de plus d'entreprises britanniques dans le secteur des mines à Madagascar. Concernant cette négociation, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Ragout Malala Ernjane Olivier, soutient que c'est toujours en cours et qu'en attendant la prochaine session des parlementaires, cette entreprise utilise l'ancien régime fiscal et douanier. Dans un tout autre sujet, le délestage tournant est à nouveau appliqué pour le réseau interconnecté d'Antananarivo. La raison réside dans le manque d'huile lourde pour produire de l'électricité. La décision de l'entreprise Henri Fraisse Fils d'arrêter certains groupes est également à l'origine de la difficulté d'approvisionnement en électricité dans de nombreuses autres régions, selon le JIRAMA. Les responsables de cette société sont actuellement en train de renouveler les accords de partenariat avec cette entreprise privée, a confirmé le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le but est d'acheter de l'électricité produite par cette entreprise à un prix plus bas, toujours selon les explications. Indignana Martina, Sai Sylvain et Nzar Ranjeansu. Le délestage est de nouveau appliqué tant sur le réseau interconnecté d'Antananarivo que dans certaines régions comme Ambusche, Madzang, Nosy-Be. Pour le réseau interconnecté d'Antananarivo particulièrement, l'huile lourde nécessaire à la production d'électricité n'est pas suffisante, raison pour laquelle la JIRAMA doit procéder au délestage tournant selon les informations. Il existe toutefois une stratégie apportée par les techniciens de l'entreprise pour réduire ce délestage. Quant à Ambusche, Madzang et Nosy-Be, le problème n'est pas encore résolu complètement en raison de la décision de la société Henri Fraisse Fils de suspendre le fonctionnement de certains groupes produisant de l'électricité. Des négociations avec cette entreprise sont actuellement en cours concernant la révision des accords de coopération, a déclaré le ministre. La société publique JIRAMA traverse également des difficultés en ce moment et la direction et le gouvernement sont actuellement en train de la réhabiliter. La capacité à produire dépend du revenu. Les autorités incitent donc les consommateurs à payer leurs factures d'électricité, notamment les entreprises industrielles. Par ailleurs, le JIRAMA est actuellement en train de mettre en place une solution à long terme pour se débarrasser de la dépendance à l'utilisation d'huile lourde pour la production d'électricité, comme l'a confirmé le ministre. De plus, l'installation de 37 centrales solaires dans 37 districts a été accélérée. Fait divers à présent, plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés dans la commune d'Amouine-Manamboul en un mois. Des attaques à main armée, des vols de bétail et des viols. Face à cette situation, un couvre-feu a été instauré. Fadjessena Mirail sur les images de Yves Janel. Un père de famille a perdu la vie dans la commune d'Amouine-Manamboul suite à une attaque à main armée dans sa maison le 14 avril.
Les malfaiteurs ont réclamé 80 millions d'ariars à cet homme, mais comme il ne l'avait pas, ces derniers l'ont tué. 2 autres foyers ont été victimes de vols de bœufs, et pas plus tard que vendredi dernier, il y a eu le viol d'une fille dans cette localité. Ces types d'insécurité créent la peur au sein de la population. Un couvre-feu a ainsi été mis en place depuis hier. Il sera appliqué de 21h à 3h du matin. Ceux qui doivent se déplacer la nuit et les travailleurs doivent porter avec eux une pièce d'identité et une carte employée. Les bars et les karaokés doivent fermer leurs boutiques à 21h et aucune fête ne sera autorisée selon les explications de l'adjoint au maire. Et puis la consommation de drogue, qu'elle soit fumée ou injectée, est en train de prendre de l'ampleur actuellement. Pire, les consommateurs sont de plus en plus jeunes. Du fait de l'existence d'un réseau impliqué dans la commercialisation de drogue, il est difficile de contrôler la prolifération de ces produits illicites, selon la déclaration du maire de la commune de Tanzumbatu. Face à cela, la municipalité et la police, avec des organisations indépendantes, mettront en œuvre des nouvelles stratégies afin d'éradiquer la vente et la consommation de drogue dans cette zone. Des sensibilisations à la lutte contre la consommation de drogue ont déjà eu lieu dans les écoles de cette commune. La drogue est un fléau important qui ne cesse de se propager dans le pays ces derniers temps. Les jeunes sont particulièrement les plus touchés par sa consommation, alors que cela détruit leur avenir, selon les explications. Dans la commune de Tanzumbatu, des vendeurs et des consommateurs sont arrêtés par la police presque chaque semaine. L'on sait qu'un réseau de dealers de drogue s'est installé dans cette municipalité. Ces derniers qui ne se cachent même plus, que ce soit pour vendre, pour acheter ou consommer de la drogue, a déclaré le maire. La maîtrise de la prolifération de drogue à Tanzumbatu est pourtant difficile du fait que les dealers sont couverts par des autres personnalités publiques. Face à cela, le maire de Tanzumbatu lance un appel pour que les opérations, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la drogue, soient renforcées. Pour cette commune, des campagnes de sensibilisation sont déjà en cours et seront renforcées en collaboration avec la Croix-Bleue, la police et des ONG. Une sensibilisation auprès des élèves du lycée Manara Pinch à Tungarive, Tanzumbatu, a eu lieu. Ces derniers qui sont également exposés aux dangers de la drogue, et la sensibilisation se poursuivra dans d'autres établissements. Dans le domaine de l'éducation, le nombre de candidats inscrits à l'examen du CEPE pour la circonscription d'Antananarivo a diminué cette année scolaire par rapport à l'année dernière. Le plus jeune a 7 ans et le plus âgé a 70 ans. Détail avec Fandesena Mirai. 27 862 candidats sont inscrits à l'examen du CEPE cette année. Si l'année dernière, ils étaient au nombre de 28 069 pour la circonscription d'Antananarivo. Cette statistique démontre une diminution d'un peu plus de 200 participants. Selon les données, 21 enfants handicapés passeront cet examen, toujours dans la capitale. Les candidats seront répartis dans 43 centres d'examen ou 680 salles de classe. Le plus jeune a 7 ans et le plus âgé 70 ans. Rappelons que l'examen du CEPE se déroulera dans tout Madagascar le 20 juin prochain. Dans un tout autre sujet, les géomètres experts déclarent être prêts à donner la main pour atteindre l'objectif de la distribution de 2 millions de cartes foncières, selon leur déclaration. Dans cette optique, les géomètres contribueront à la mise en place des bornes et à sortir les images topographiques. Les géomètres ont déjà achevé leur formation dans l'utilisation de nouvelles technologies. Une signature de convention a déjà eu lieu entre l'ordre et le service de la topographie en fin de semaine. Indeniane Martina. Parmi l'ordre du jour des géomètres experts à Madagascar, lors de leur assemblée générale à Mpef, la mise en connaissance et l'examen de la politique générale de l'État concernant le foncier. Un des travaux en priorité, et qui est déjà en cours actuellement, est la distribution de 2 millions de cartes foncières pour cette année 2023. Les géomètres experts ont un rôle important dans la réalisation de cet objectif, selon les explications. Ces derniers ont également montré leur volonté de collaborer avec l'État dans l'atteinte de cet objectif au plus vite. Ces derniers ont la compétence et l'expertise dans ce domaine du foncier et pourront ainsi apporter leur savoir-faire au service du peuple, selon toujours les dires, surtout en matière de la topographie.
Pour renforcer cette coopération, une signature de convention a été effectuée entre l'Ordre des géomètres experts et le directeur du service de la topographie au sein du ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers. Et pour terminer les actualités locales, le président du Sénat, Hermanana Razaf Maïf, a visité hier le centre Akamasu à Anjalanch en compagnie du président de Solar Plexus, Alain Oriols. Cette visite s'inscrit dans le cadre de coopération du Sénat malgache avec l'île de la Réunion en appui à la collectivité régionale décentralisée. Le but de cette visite a également été pour partager des expériences avec le père Pedro qui a fondé et qui gère le centre. Il y a plus de 30 ans de cela, le centre Akamasu était construit dans la commune d'Adulzanaar, à proximité de la commune rurale de Fionen, district à Kasbe. 2000 élèves y sont scolarisés actuellement. Tous les vendredis, tout au long de l'année, ceux qui vivent à Akamasu Anjalanch descendent dans la région. Pendant la saison estivale, ils reboisent et pendant la saison sèche, ils prennent soin des arbres cultivés. Lors de la visite du président du Sénat et du président de Solar Plexus au sein des établissements d'enseignement préscolaire et du collège, où il y a 18 376 élèves, Hermanana Razaf Maïf a remercié le père Pedro qui est venu de loin pour aider et prendre soin des jeunes Malagasy. Il a également encouragé les élèves à poursuivre leurs études pour assurer leur avenir. En outre, ils ont visité le lieu de formation des femmes à l'artisanat, la boutique d'artisanat locale, le gymnasium, ainsi que les 2 nouvelles salles de classe du collège. Les personnels au centre sont également menuisiers. Ainsi, ils fabriquent 1500 bancs par an, lesquels sont utilisés dans les salles de classe. Coïncidant avec la visite du président du Sénat et du président de Solar Plexus à Akamasu hier, le père Pedro a reçu les jeunes hommes de Nousfark qui viennent de terminer une formation. Le président du Sénat leur a remis une enveloppe pour les aider à retourner chez eux. À l'international, plusieurs pays rapatrient leurs ressortissants du Soudan, où la guerre entre armées et paramilitaires fait rage depuis 10 jours. Les violences ont fait, selon l'OMS, plus de 420 morts et 3700 blessés. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé que les généraux rivaux dans les conflits avaient accepté un cessez-le-feu de 3 jours dans tout le pays pour tenter de mettre fin aux violences. France 24. C'est un cauchemar qui marque une pause pour l'instant. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont enfin accepté un cessez-le-feu dans tout le pays après plus d'une semaine d'affrontements meurtriers. Depuis plusieurs heures, les évacuations des civils se poursuivent vers l'Europe ou des pays africains comme ici au Kenya. La situation là-bas est très chaotique et nous remercions Dieu d'avoir pu en sortir en toute sécurité. Aucun élève n'a été blessé et nous sommes arrivés sains et saufs. À Djibouti, à l'est du Soudan, les A400M de l'armée française ont effectué leur dernière rotation avec Khartoum. Au total, Paris a évacué depuis dimanche près de 500 personnes de la capitale soudanaise. L'ambassade de France dans le pays est à présent fermée jusqu'à nouvel ordre. L'autre point d'évacuation se situe à Port-Soudan, au bord de la mer Rouge. Ici, des ressortissants du monde entier fuient le pays avec notamment l'aide des Nations Unies qui ont affrété un convoi pour évacuer des civils. Je vous suis reconnaissant à tous de ne pas avoir compliqué les choses, d'avoir coopéré, et je suis encore plus reconnaissant que vous soyez tous arrivés ici, sains et saufs. Ce cessez-le-feu durera 72 heures. Les précédentes annonces d'arrêt de combat, elles, n'avaient pas été respectées. Plus d'une dizaine de membres présumés d'un gang ont été lapidés et brûlés vifs par des habitants d'un quartier de Port-au-Prince, selon la police et des témoins. L'ONU s'alarmant d'une insécurité digne d'un conflit armé. Reportage de France 24. La situation a dégénéré en quelques minutes. Les membres d'un gang local ont été pris pour cible par la population, excédée. En plein jour, et devant des policiers totalement démunis, ils ont été lapidés puis brûlés vifs. Les quelques témoins n'expriment aucun remords. Si les gangs veulent nous envahir, nous allons nous défendre. Nous aussi, on a nos propres armes. Nous avons nos machettes, on va prendre leurs armes, nous n'allons pas fuir. Les mères qui veulent protéger leurs enfants peuvent les envoyer ailleurs. Les conditions de cet accès de violence restent encore floues.
Les 12 victimes auraient été appréhendées par des policiers après plusieurs vols et agressions commis dans le quartier le matin même. Par la suite, les forces de l'ordre auraient perdu le contrôle de la situation face à une foule en colère. Tout simplement, ce sont les bruits de projectiles qui nous ont réveillés ce matin. Il était 3 h du matin, les gangs nous ont envahis. Il y a eu des tirs, d'autres tirs. Ce quartier est une zone paisible. La criminalité quotidienne gangrène la vie de l'île depuis plusieurs années. À Port-au-Prince, où les enlèvements et les meurtres sont réguliers, les 2 tiers de la capitale sont contrôlés par des gangs rivaux. Un récent rapport de l'ONU met en avant le cas du quartier Cité-Soleil, en périphérie de la ville. La sécurité et la situation humanitaire dans le quartier de Cité-Soleil sont devenues très critiques. Selon des sources humanitaires sur place, entre le 14 et le 19 avril, des violences entre gangs ont causé la mort d'environ 70 personnes. Au cours des 3 derniers mois, le nombre d'enlèvements a doublé dans toute l'île et la proportion d'homicides a augmenté de 20% au minimum. Le paludisme reste un problème de santé publique en Inde, principalement dans les régions rurales. Le gouvernement indien a fixé l'objectif ambitieux d'éliminer complètement le paludisme d'ici 2030 et a mis en place une stratégie nationale pour y parvenir. France 24. Dans ce village tribal situé en Orissa, dans l'est de l'Inde, Asha Patra vit avec son fils âgé de 20 ans. Début mars, il contracte le paludisme. Un soir après le dîner, en allant se coucher, il a commencé à avoir de la fièvre. Cela a duré 3 jours, la situation empirait. C'est là que le docteur nous a dit qu'il avait le paludisme. Mais nous, on n'avait jamais entendu parler de cette maladie, ni des symptômes. Depuis, les autorités lui ont distribué cette moustiquaire pour se protéger. Avec plus de 4 millions de cas de paludisme estimés en 2021 par l'OMS, l'Inde est le premier pays touché par cette maladie dans la région Asie du Sud-Est. Un nombre bien supérieur aux 160 000 cas officiellement recensés la même année par le gouvernement indien. Malgré cette disparité, une même tendance se dessine. Les nouvelles contaminations ont diminué en moins de 10 ans. Depuis 2015, 50 000 volontaires comme Amar sillonnent les villages reculés de l'Orissa, bien souvent les plus touchés par cette maladie transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Depuis qu'on a commencé à expliquer aux villageois ce qu'était cette maladie, on a réussi à stopper le nombre de nouveaux cas. Avant, les villageois ne savaient pas pourquoi ils avaient de la fièvre. Ils pensaient qu'on leur avait jeté un mauvais sort. Dans son viseur, les eaux stagnantes. Cette eau suffit pour que les moustiques se reproduisent et pondent des œufs. Donc on doit la vider. Résultat de cette stratégie, le nombre de contaminations aurait chuté de 90% en 6 ans à peine selon le ministère régional de la Santé. L'Inde entend éradiquer le paludisme d'ici 2030. Si l'objectif semble atteignable, les autorités ne doivent pas baisser la garde selon ce médecin. Les zones déforestées, les zones forestières, les collines, les ruisseaux, ce sont des endroits qui ne doivent pas être négligés. Si on baisse la garde, le paludisme ressurgira. En partenariat avec l'université d'Oxford, l'Inde a lancé la fabrication du premier vaccin antipaludique, efficace à plus de 75% selon les premiers essais cliniques. Une avancée dans la lutte contre cette maladie qui a causé la mort de plus de 600 000 personnes dans le monde en 2021. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Oubrasa Manana sera avec vous à partir de demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.